Chers amis de l'IFEAC, chers collègues, chers étudiants, chers conférenciers, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation à ce dernier webinaire avant l'été. Un grand merci à nos conférenciers, nos 3 conférenciers, le 3e étant en train de régler son problème technique. On a des petits problèmes de Wi-Fi en ce moment dans la région. Enfin, ce n'est pas les seuls problèmes qu'il y a, mais en l'occurrence. Et donc, merci d'avoir accepté d'interrompre vos activités nombreuses pour nous donner votre point de vue sur la situation économique actuelle et celle qu'on attend dans les mois qui viennent. Je voudrais aussi profiter du fait que j'ai la parole pour vous transmettre le bonjour de notre ambassadeur, M. Michael Roux, qui malheureusement n'a pas pu se libérer parce qu'il a une autre obligation exactement à la même heure. Donc, il m'a chargé de vous transmettre son bonjour. Alors, nous ne sommes toujours pas sortis de la tourmente du Covid-19. Et d'ailleurs, dans la région, non seulement on n'en est pas sorti, mais on y est presque même entré, alors qu'on croyait que c'était il y a quelques mois, mais il y a eu un décalage. Et donc, par contre, les conséquences économiques à court terme et moyen terme se font déjà sentir partout dans le monde, pas seulement en Asie centrale, évidemment avec des nuances selon les pays, selon les économies, et des perspectives plus ou moins sombres qui sont présentées par les uns et les autres, qu'on peut lire un peu partout. Et donc, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. On a vu passer les prévisions de la Banque mondiale sur le Kyrgyzstan, qui sont inquiétantes, avec 12% de récession et 8% d'inflation pour l'année 2020, qui va passer à 9,8% de récession et 5,5% d'inflation pour 2021, en prévision évidemment. Sans compter une augmentation de la dette publique. Évidemment, tout ça, on va en reparler. Nous avons plus que jamais besoin de l'éclairage des spécialistes en économie, en système financier, et de savoir quel est le degré d'endettement des pays d'Asie centrale depuis l'arrivée de la pandémie, le degré de confiance de la population envers les institutions, quelles qu'elles soient, éventuellement poser une question sur le rôle des réseaux sociaux, puisqu'on vit dans cette époque, le rôle des réseaux sociaux dans la propagation de la défiance, ou de la confiance, ou de la non-confiance, ou de la confiance. Voilà, c'est aussi dans les 2 aspects. C'est donc le propos de ce dernier webinaire avant l'été de l'IFEAC, et qui a choisi de donner la parole aux problèmes économiques. On a eu toute l'année dernière une série de conférences sur les problèmes économiques et financiers, qui est très bien utile, bien intéressante, à l'Université nationale du Kyrgyzstan. Et donc, donner la parole au secteur bancaire formel et informel, c'est bien le nerf de la guerre, la finance. Hein, donc, même si la guerre n'est pas exactement celle à laquelle on pense, mais on est quand même dans une situation incroyablement planétaire et difficile à prévoir. Et donc, tout ça pour nous apporter des éléments pour comprendre ce qui attend les États d'Asie centrale. En particulier, on va se focaliser sur le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. Et peut-être un peu, Dominique nous parlera de l'Ouzbékistan, pays qui se sont crus un moment épargnés de la pandémie quand on a tous été confinés au mois de mars-avril, et pour tout d'un coup prendre de plein fouet cette pandémie au courant du mois de juin. Je veux parler du Kyrgyzstan et du Kazakhstan. J'en profite pour adresser toutes mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches dans ces pays à l'occasion de cette terrible pandémie. La question qui se pose est de savoir qu'est-ce qu'il va advenir des milliers de familles kirghizes et autres vulnérables à la pauvreté, qui étaient déjà limite et qui subsistaient grâce au transfert d'argent de leurs proches en migration saisonnière en Russie ou ailleurs,
Corée du Sud ou ailleurs. Comment, dans des pays où il n'y a pas vraiment de filet social, faire accepter à la société tous ces deuils, ces pertes, ce chômage, alors que les informations officielles ne font qu'aligner des chiffres de l'aide humanitaire, des aides, des prêts, des dons. Enfin, on a un peu de mal à s'y retrouver, mais le résultat, c'est que il semble que ça fasse surtout augmenter la dette au bout du compte. Donc, certes, la région n'en est pas à sa première crise économique et a su se relever après la disparition de l'URSS en 1991 avec une crise économique et financière terrible. Mais aujourd'hui, le facteur d'incertitude est en passe de devenir un véritable traumatisme. Et comme chacun le sait, la finance n'aime pas l'incertitude. Ce n'est pas mes amis qui travaillent dans les banques qui vont me dire le contraire. Donc, voilà ce que je voulais dire en présentation. Je vais donc vous passer la parole. Je vais commencer par donc saluer Arman qui a résolu son problème. Ça marche, Arman? Oui, bonjour. Ah, bonjour, très bien, oui. Formidable. Donc, je vais passer d'abord la parole à Arman Akoumbayev, qui est analyste à la Banque eurasiatique de développement, au centre d'intégration de la Banque eurasiatique de développement à Almaty, au Kazakhstan. Et donc, il va nous présenter ses réflexions suscitées par la crise du Covid-19 que nous traversons aujourd'hui. Arman, à vous la parole. Merci Catherine. Bonjour à tous, chers participants, chers collègues. Cela fait plaisir de voir tout le monde. Merci beaucoup à Catherine, aux organisateurs de ce webinaire. Cela fait beaucoup plaisir. Laissez-moi présenter la vision générale de la situation épidémiologique actuelle en Asie centrale, le mécanisme de la transmission de la crise vers l'économie et les conséquences économiques, sociales et politiques pour la région. C'est juste quelques réflexions. Comme vous savez tous, la situation épidémiologique actuelle en Asie centrale s'est dégradée très fortement depuis l'ouverture en juin 2020. Le nombre total des infectés a atteint presque 130 000 à la date d'aujourd'hui, avec presque 2000 cas de mort selon les chiffres officiels. Le leader par le nombre absolu, donc le Kazakhstan pour l'instant, puis suivi de Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Au Turkménistan, il n'y a toujours pas de coronavirus en fait. Il paraît que la mission d'Organisation mondiale de la santé l'a confirmé, malgré le fait qu'il y a eu plusieurs cas de pneumonie attestés. Mais bon, on peut rien faire. Mais ici, on regarde en termes relatifs par rapport à 1 million d'habitants. Le leader en Asie centrale aujourd'hui est le Kirghizistan. Donc surtout si on regarde aussi les chiffres de mortalité, on compare avec les chiffres moyens pour le monde. Donc pour le Kirghizistan, le chiffre de mortalité il est actuellement de 170 morts par 1 million d'habitants. Donc pour le monde entier, c'est à peu près 80 cas de mort en fait pour 1 million d'habitants. Donc le chiffre pour le Kirghizistan il est bien plus élevé qu'au Kazakhstan actuellement, qu'en Ouzbékistan ou au Tadjikistan. En Ouzbékistan, actuellement, c'est 3 seulement morts par 1 million d'habitants. Au Tadjikistan, c'est 6 morts par 1 million d'habitants. Donc, c'est des chiffres très alarmants. Mais la situation, elle va sûrement changer à partir du 1er août, quand le Kazakhstan rajoutera tous les cas de pneumonie atypique dans les statistiques de Covid. Selon les annonces officielles actuellement, donc cette pneumonie, pas atypique, mais le nombre de malades de pneumonie depuis 1er janvier 2020 jusqu'au 15 juillet, il s'élève déjà à 234 000 cas de pneumonie, avec plus de 3 000 cas de mort en 2020. Donc, ce sont des chiffres qui seront moins élevés puisqu'il y a tous les cas de pneumonie en fait qui sont intégrés dans ces chiffres. Mais donc, ça va beaucoup changer les statistiques pour le Kazakhstan à partir du 1er août, de toute façon. Donc, ces deux pays se diffèrent très fortement donc, des autres pays de l'Asie centrale. Les deux ont suivi les trajectoires plutôt similaires. Une hausse brutale de nouveaux cas et de morts dans ces deux pays est observée avec la réouverture, comme j'ai déjà dit, de ces pays
et témoigne plutôt des politiques de gestion sanitaire de la crise plutôt échouées. Donc ces deux pays n'ont pas réussi à gérer la pandémie malgré le temps qu'ils ont eu et les ressources financières qu'ils ont eu les deux, et apparemment ont mal préparé la réouverture. Et donc cette réouverture se révèle très brutale par ses conséquences désastreuses en termes épidémiologiques et sûrement en termes économiques. La pandémie du Covid-19 aura un impact très fort donc, sur les économies de l'Asie centrale aujourd'hui, à travers deux chocs. Donc, le premier choc est plutôt intérieur et lié à la politique de gestion de la crise sanitaire. Donc, il s'agit de l'ensemble des mesures visant les restrictions des activités économiques, l'isolement social, la fermeture de frontières, etc. Alors, selon nos estimations, l'impact rien que de ces mesures directes en fait, de fermeture sur les économies de l'Asie centrale est estimé entre 16 à 28% de contraction du PIB sur l'année. Donc c'est avec l'hypothèse qu'ils sont maintenus sur l'année entière. Et bien sûr, selon les secteurs, l'impact sera différent. Donc il est beaucoup plus important pour les services, surtout pour les services de transport. Il est très important pour les secteurs industriels orientés vers l'export et qui participent dans les chaînes de production régionales ou globales, mais moins important pour les industries qui assurent le fonctionnement stratégique de l'économie, comme le secteur de l'énergie, de l'eau, etc. Mais en même temps, donc, cette crise apporte certains avantages pour certains secteurs, comme les services de télécom ou les industries pharmaceutiques. Donc, on a déjà des chiffres. Et il est plutôt neutre pour l'agriculture. Le deuxième choc est lié aux facteurs extérieurs. Donc, il s'agit de l'impact de la pandémie sur les partenaires commerciaux, donc sur la demande extérieure. Donc, dans le cas de l'Asie centrale, donc, ce sera la Chine, la Russie, l'Union européenne. Il s'agit également de l'impact de la conjoncture très volatile des prix des matières premières sur les marchés internationaux, notamment des prix du pétrole et du gaz et des métaux, donc, puisque nos pays, il reste des pays exportateurs donc, des matières premières, mais aussi de l'impact de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Ce choc extérieur passe par les canaux de transmission traditionnels, donc il s'agit des contractions des flux de commerce extérieur, des investissements étrangers, des transferts des travailleurs migrants. Donc ce canal il joue beaucoup pour le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Comme conséquence de ces deux chocs, on s'attend et on voit déjà donc la baisse des revenus des ménages, de l'État, baisse de la consommation, des investissements, donc et le cercle vicieux en fait qui se répète. On voit aussi la volatilité sur les marchés financiers, y compris du taux de change, et finalement donc la contraction du PIB pour certains pays. Comme une autre conséquence plutôt de l'ordre social, donc c'est l'augmentation bien sûr du chômage, de la pauvreté. Une certaine compensation viendra certes des mesures de stimulation prises par les gouvernements et par l'aide apportée par des organisations internationales. Mais selon les pays, donc cet effet compensatoire sera différent et ne sera pas de toute façon suffisant. L'impact de ces deux chocs s'aggrave par la durée de la crise sanitaire qui devient un facteur majeur pour la bonne estimation des effets économiques et sociaux. Ces pays ont été touchés d'abord dès le mois de janvier déjà à travers la crise en Chine, puisque tous ces pays sont très liés donc, à la Chine. Depuis mars jusqu'à juillet, ils ont été sous impact des premières quarantaines introduites dans les pays, mais aussi des effets indirects sur les économies de la pandémie très forte en Russie. Dès juillet, ces pays sont touchés déjà par l'explosion intérieure du nombre des infectés dans la région et le retour très rapide pour la deuxième fois des quarantaines et des mesures d'isolement dans les pays. Au total, cela fait déjà plus de 6 mois que donc, les pays de la région subissent l'impact des différents chocs, tous liés à la pandémie. Situation, donc, on a déjà les premiers résultats pour la première moitié de 2020. Donc, sur le fait de l'ensemble de tous ces facteurs dont je parlais, donc les économies de l'Asie centrale sont nettement ralenties et se sont contractées, comme j'ai déjà dit, pour certains. Le plus touché, comme attendu, donc c'est le Kyrgyzstan, avec la contraction donc, pendant la première moitié de 2020 qui s'élève à 5,3% par rapport à la même période de l'année dernière.
Et le PIB kazakh s'est également contracté d'1,8%. D'autres pays ont gardé le taux de croissance positif. Donc pour le Tadjikistan, c'est un taux de croissance de 3,5%. Pour l'Ouzbékistan, c'est 0,2%. Pour Turkménistan, 5,9%. Au Tadjikistan, les premiers effets en ont paru qu'en mai. Donc on voit ça dans les chiffres. Et le Turkménistan, comme on a dit, apparemment, il garde vraiment donc, un taux de croissance élevé. Donc, c'est ce pays qui est très tourné vers la Chine et qui est très dépendant donc, des exportations du gaz. Donc, les prévisions économiques à moyen terme, donc moi, je vais parler plutôt des prévisions du FMI, pas de nos prévisions. Ils sont plutôt négatifs pour la région, seraient également très négatifs pour le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. Pour le Kyrgyzstan, donc le facteur supplémentaire, comme on a déjà dit, donc c'est sa dépendance des transferts de travailleurs migrants qui joue de la Russie. Ces transferts donc soutiennent la consommation et le secteur des services qui est parmi les plus importants dans la région par son poids et par rapport au PIB. Le Kazakhstan se distingue du Kyrgyzstan par son soutien du gouvernement à l'économie très important, donc ce qui explique un peu que la contraction est moins élevée. Mais de toute façon, comme j'ai déjà dit, ce ne sera pas du tout suffisant pour compenser les effets négatifs de la pandémie. En plus du facteur de mauvaise politique de gestion sanitaire, l'ouverture du commerce extérieur très importante de ces deux pays se révèle un facteur crucial et joue contre eux pendant cette crise actuelle. Donc ces deux pays sont très exposés. Les pays de la région les moins touchés, comme l'Ouzbékistan, le Turkménistan ou le Tadjikistan, ils ont des modèles économiques différents, ils sont plus administrés avec plus de perception d'État, ils sont plus isolés historiquement. Et dans ces relations commerciales et financières qu'ils entretiennent avec le monde extérieur, ils sont plus orientés vers la Chine, qui a réussi à combattre la pandémie très rapidement, déjà vers le fin février 2020, et à retrouver la croissance de l'économie assez rapidement, presque en forme de vie. En ce qui concerne les conséquences sociales et politiques, donc le lien il est assez évident à travers la chute des revenus et l'augmentation du chômage et la pauvreté. Donc la pandémie aura un impact forcément sur la vie politique qui s'intensifiera forcément très prochainement, surtout au Kyrgyzstan. La pression sociale sera dans tous les pays d'autant plus forte dans ce contexte de la baisse de la confiance de la population dans les politiques menées par le gouvernement et la qualité très médiocre de la gouvernance historiquement dans tous les ratings, dans tous les classements de la Banque mondiale, etc. Dans toutes les estimations, donc ça va se jouer. Cette crise peut se révéler un facteur majeur pour la vie politique dans l'ensemble de la région. Mais comme je dis, il trèfle beaucoup plus fort que Kyrgyzstan au Kazakhstan. Au Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, la crise paraît plus contenue, les conséquences économiques, sociales, politiques pourraient être moins importantes. Comme on a expliqué, c'est lié au fait que ce sont des modèles très différents économiquement. Au niveau régional, on peut s'attendre à ce que la régionalisation et le renforcement de la sécurité économique et sanitaire seront prioritaires dans la région désormais pendant un certain temps, comme d'ailleurs partout dans le monde. Du coup, la coopération au sein de l'Union eurasiatique, on s'attend qu'il pourrait quand même se renforcer pour les pays membres, donc pour le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Un facteur majeur, c'est que la Russie a déjà réussi, on peut dire, à gérer la crise et s'en sort de la pandémie avec des résultats plutôt bons. Donc, si on regarde les chiffres officiels, mais apparemment c'est le cas, le taux de mortalité est parmi les plus bas et le pays a réussi à développer déjà et à mettre en production locale sa propre production des médicaments contre le virus. Une autre question, c'est l'efficacité, mais apparemment, donc, c'est une question de discussion. Moi, je ne veux pas discuter de ça. Et ce pays se retrouve en phase finale de la conception de son vaccin contre le Covid et qu'il utilise déjà en fait pour renforcer la présence et son impact sur la région. Donc le Kazakhstan, il a déjà mené en fait toutes les négociations pour acheter en premier donc le nombre très important de ces vaccins.
et regarde beaucoup en fait ce qui se passe en Russie. Et dans un contexte des politiques de gestion de la pandémie échouées au Kazakhstan et au Kyrgyzstan, la Russie renforce forcément sa participation dans la gestion de la crise déjà interne dans ces deux pays à travers l'aide humanitaire. Donc, bon, on parle des envois des médicaments, donc aide technique, on peut dire. Ils envoient beaucoup de médecins pour aider à gérer la crise. Cette participation dans ce contexte que je décris en fait tout à l'heure des politiques intérieures échouées, elle est très bien vue par la population et qui cherchent par tous les moyens de la solution à la crise et se sont délaissés à son gré par les gouvernements. Dans ce contexte, la Chine est bien moins présente en fait de ce point de vue. On suppose que d'autres pays seront plus intéressés dans le renforcement de la coopération régionale, plutôt de façon bilatérale. Bon, c'est une toute petite vision en fait de ce qui se passe à travers Merci les grands beaucoup. chapitres. Merci Arman pour ces éclairages très intéressants. La région est bien balayée dans beaucoup d'aspects. On va revenir, on va un peu approfondir. Je vais donc passer la parole à Ilyas Mamadiarov, qui est actuellement doctorant à l'INALCO, qui est notre ex-secrétaire scientifique à l'IFEAC, qui est aujourd'hui chercheur associé à l'IFEAC et qui est spécialisé dans la microfinance, notamment au Kyrgyzstan. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette question de l'accentuation de la pauvreté. Ilyas. Merci Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à cette conférence. Vous m'entendez bien, oui? Oui. Bon. J'ai préparé quelques diapos pour faire la lumière et donc pour entrer un petit peu en détail. Donc, je vais essayer de partager maintenant ces diapos, mon écran. Vous voyez? Oui. Voilà, c'est très bien. Très bien. Bon, voilà. Donc, comme Arman a déjà mentionné, l'impact de cette crise sanitaire concerne toute la région. Donc, je ne parle même pas du monde entier, bien sûr. Mais dans ma présentation, j'aimerais focaliser sur le cas de Kyrgyzstan parce que mon étude, en fait, je mène une enquête sur le Kyrgyzstan, donc je connais plus de chiffres et plus de nombres et sur l'impact de la crise sur le Kyrgyzstan. Donc, je ne crois pas qu'il reste encore un secteur qui ne serait pas affecté par cette crise sanitaire. Donc, ce sera un aperçu préliminaire. Donc, je vais notamment m'arrêter sur l'analyse macro, surtout arrêter sur le taux de pauvreté à l'état actuel où nous en sommes maintenant avec le taux de pauvreté. Combien de pourcentage de gens de population se trouvent sous le seuil de pauvreté? Donc, l'inflation, les fluctuations de taux de change, dépréciation de somme, encore notre axe où la crise sanitaire frappe de plein fouet. Et donc, analyse micro, peut-être m'arrêter, s'il me reste un peu de temps, peut-être m'arrêter sur la crise de confiance, méfiance, défiance, Catherine, comme vous avez déjà évoqué. Donc, ça aussi joue un rôle très important, surtout ce que nous avons vu juste après le confinement, le scénario que nous avons eu. Donc, aujourd'hui, au Kyrgyzstan, nous avons plus que 1000 personnes qui sont mortes et plus que 30 000 de personnes avec 30 000 cas confirmés de coronavirus, un des pays le plus lourdement frappé dans la région. Donc, mais en même temps, si on regarde en fait déjà le taux de pauvreté avant la crise au Kyrgyzstan, si vous voyez, ça c'est le taux de pauvreté national calculé par le gouvernement kirghize, la recommandation de la Banque mondiale. Au fil du temps, à partir de 2017 jusqu'à 2018, nous avons passé de 35 à 22%. Donc, on est parvenu à lutter contre la pauvreté et on est parvenu à diminuer la pauvreté. Donc,
le point de départ, donc la crise frappe, c'est les 22% qu'aujourd'hui nous avons affaire à 22% du niveau de pauvreté. Donc, encore un autre aspect qu'il faut constater par rapport à ce chiffre, le taux de pauvreté, c'est que la pauvreté reste très volatile. Donc il y a un concept qu'on appelle la vulnérabilité à la pauvreté. La vulnérabilité à la pauvreté, c'est que juste si plusieurs milliers de foyers sont juste au-dessus de seuil de pauvreté, ils ne sont pas encore passés à l'étape où on peut les considérer comme la classe moyenne. Donc, il y a des chiffres, il y a des calculs selon la définition de pauvreté internationale. Il y a plusieurs niveaux de calcul de pauvreté, mais si on regarde la pauvreté absolue, d'après la parité de pouvoir d'achat, on voit que toute cette zone, vous voyez, toutes ces zones bleues, ça constitue en fait les familles, la proportion de la population au Kirghizistan qui sont vulnérables à la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de la crise? C'est que s'il y a jamais de choc macro au niveau macro extérieur ou intérieur, ces familles risquent de se trouver, de se plonger sous le seuil de pauvreté, de passer de… Donc, à cette étape, c'est très important de mentionner aussi les transferts de fonds, les envois de fonds de migrants, parce que juste ces transferts de fonds aussi permettaient à ces milliers, voire millions de personnes de rester juste au-dessus de seuil de pauvreté. Il y a déjà des études aussi dans la Banque nationale donc, qui constataient que ces familles dépensaient ces revenus provenant des migrés, pas à des fins de production, mais à des fins de consommation. Donc, ils risquaient toujours de rester dans cette zone vulnérable, très vulnérable, la pauvreté. Donc, quand nous passons au fait des envois de fonds, nous voyons que Kirghizistan aujourd'hui figure comme l'un des pays juste derrière Tadjikistan ou premier pays dans le monde qui a le taux de transfert de fonds qui représente une partie majeure de son PIB. Aujourd'hui, pour les chiffres de 2019, c'est un quart de PIB de pays est constitué par les envois de fonds. Donc, évidemment, les envois de fonds, les transferts de fonds constituent une source importante de revenus des familles. Donc, et la Banque mondiale, déjà, juste à la veille quand la crise a frappé, disait constatait le fait que 30%, il y aura 30% de réduction des envois de fonds dans la région, en Asie centrale. Donc, ça peut augmenter jusqu'à 30%. Aujourd'hui, peut-être, ça c'est les données qui venaient de mars. Peut-être aujourd'hui, et pourquoi cette réduction? Évidemment, en Russie, la pandémie frappe aussi la Russie. Donc, la plupart des migrants qui travaillent en Russie font face maintenant au chômage, comme déjà Arman a évoqué. Le chômage, également, c'est un problème assez aigu qu'il faut résoudre, ce problème aussi. Donc, voilà. Donc, cette réduction risque également de diminuer les revenus, des sources de revenus de plusieurs familles, et surtout, ça concerne ceux qui se trouvent sous le seuil de pauvreté ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. Parce que pour ces familles concernées, leur revenu important, source de leur revenu important provient de revenus par les transferts de fonds de quelqu'un dans la famille proche qui travaille en Russie, donc qui envoie de l'argent à ses familles. Donc après, comme Catherine déjà évoqué, l'inflation devrait augmenter face à la crise, également qui perturbe aussi l'approvisionnement alimentaire. Donc, un scénario qu'on voit ici au début de 2020, en mars,
le prix pour la farine et tous les produits à la base de blé ont augmenté. C'était une des raisons, c'était parce qu'il y avait des spéculations, des gens qui revendaient, achetaient, de revendaient ces farines. Mais après, le gouvernement est intervenu et a remis en fait un prix de plafond pour maintenir un prix stable. Donc, pour les produits qui sont à la base de blé. Pourquoi c'est très important? On évoque ici parce que selon les études, 30% de toute la consommation alimentaire des foyers et des familles, surtout en Asie centrale, constitue des produits à la base de blé. Sinon, si le prix pour ces produits augmente, alors ces familles seront contraintes d'accorder plus d'argent pour acheter ces aliments alimentaires. Alors, ils sont privés d'acheter d'autres denrées fondamentales. Donc, ce qui également entraîne un tas de problèmes, comme le problème de sous-alimentation. Et en même temps, ici, c'est très important, nous parlons vraiment de la crise sanitaire, mais en même temps, c'est très important de souligner qu'en face de la crise, s'isoler, ce n'est pas vraiment une option, solution. En face de la crise, c'est collaboration, c'est très important, parce que pour le Kyrgyzstan, juste à côté du Kyrgyzstan, Kazakhstan, qui figure comme un des pays qui importe le blé, un des 10 pays dans l'échelle mondiale qui importe le blé, une somme importante de blé, c'est très important de maintenir cette collaboration avec le Kazakhstan et surtout de ne pas perturber cette chaîne d'approvisionnement alimentaire au Kazakhstan. Donc, alors ça bien sûr, ça va affecter également, si jamais le prix augmente, ça va affecter le pouvoir d'achat des ménages, réduisant ainsi leur consommation. Ici, c'est très important, je note que la question de la durée de la crise, ça se pose aussi, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel moment, jusqu'à quel point on peut maintenir ces politiques d'intervention. Donc ça, c'est aussi très important de garder en esprit cette question. Donc après, pour la fluctuation, comme on sait, au Kyrgyzstan, nous avons un système de taux de change flottant. Et ce qui est intéressant, c'est j'ai fait ce graphe. Le graphe, en fait, compare en fait le taux de change de somme contre le dollar et le cas de coronavirus qui ont été repérés à partir de mars. Donc, ce qui est intéressant, que le taux de change contre le dollar a commencé d'augmenter juste le 11 mars, à partir du 11 mars, quand le premier cas de coronavirus a été repéré à Astana. Donc, à ce moment, il y avait de l'achat de panique de dollars parce qu'on ne savait pas où on peut garder, dans quelle devise on peut garder ces argents. Donc, il y avait cette demande suscitée par ce contexte de panique d'achat de dollars et qui a également impacté le Kyrgyzstan. Et au fil du temps, vers mai, Kyrgyzstan, la Banque centrale du Kyrgyzstan est parvenue de stabiliser plus ou moins le taux de change, mais au prix de plusieurs interventions monétaires. Et ces interventions monétaires, c'est très important parce que jusqu'à avril, la Banque centrale du Kyrgyzstan a effectué 7 interventions au montant de 200 millions de dollars. Ce que ça veut dire, la Banque centrale a injecté 200 millions de dollars dans le marché du Kyrgyzstan pour apaiser cet appétit, en fait, la demande de dollars. Donc, à un moment donné, le directeur de la Banque centrale kyrgyz, Topomek, a dit qu'on ne peut pas vraiment on ne peut pas continuer ça parce que ça va amener à l'étape où la réserve de dollars sera vidée de la banque. On ne peut pas permettre ça. Donc, on ne peut pas faire que ça arrive. Donc, mais voilà. Et ça, ce montant, pour vous donner l'échelle de l'importance de ce montant, 200 millions de dollars, pour l'intégralité de l'année 2019, la Banque centrale a injecté 150 millions de dollars
Ça veut dire qu'en 4 mois, au Kirghizistan, c'était déjà 200 millions de dollars. Ça passe par un quart de toute la somme de l'argent, de dollars que la Banque centrale a injecté pour 2019. Donc ça, c'est aussi montre que l'échelle de la crise et comment ça impacte le marché de taux de change et un peu le marché de devises, en fait. Après, c'est important également, la question se pose combien de temps ça va durer, cette crise. Mais juste avant la crise, la Banque centrale faisait un bon boulot pour maintenir un taux de change plus ou moins stable. Et maintenant, aujourd'hui, on est arrivé, on est parvenu à un taux de change plus ou moins stable aujourd'hui, mais quand même, c'est 10% plus au-dessus de tout ce qu'on avait avant la crise. Donc après, plusieurs scénarios de l'impact de la crise. Donc ces scénarios, ces prévisions ont été faits par la Banque centrale, la Banque mondiale au Kirghizistan. Donc ça veut dire que c'est pas forcément que ces scénarios vont avoir lieu, mais quand même d'intervention de politique de l'extérieur, on risque d'avoir ces chiffres. En fait. Ça veut dire d'abord, si dans le meilleur des cas, si on a l'augmentation de l'inflation à 5% et réduction de revenus de foyer à 30%, nous avons vers 6% d'augmentation du niveau de pauvreté, ce qui constitue vers 400 000 personnes se trouveront sous le seuil de pauvreté. En gros, pour le chiffre national, ça fait, avec le seuil de pauvreté à 22%, ça fait 28%, 28% de personnes. C'est presque le tiers de la population. Alors, le scénario le plus grave, l'inflation à 20%, réduction du revenu du foyer à 50%, on aura 22% d'augmentation du niveau de pauvreté. Ça veut dire que c'est environ 1 500 000 personnes qui se trouveront sous le seuil de pauvreté. La somme totale, c'est 45%. 45% de la population qui résistante se retrouveront sous le seuil de pauvreté. C'est pour ça que c'est très important parce que 48%, on avait ce seuil de pauvreté, ce chiffre, l'année 2001. Donc, ça veut dire 20 ans de travail acharné de lutte contre la pauvreté sera en fait perdu. Si jamais, s'il n'y a pas de... Mais ce scénario, ça veut pas dire que ça montre en fait l'échelle, l'importance et que ça montre le fait qu'il faut en fait intervenir, qu'il faut mettre en place des politiques pour endiguer la crise. Donc, récemment, j'ai lu un article sur l'hebdomadaire suisse qui s'appelle Courrier international et le titre de l'article « Savons-nous encore faire confiance ?» C'est surtout le problème de confiance, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Et cet article a été traduit de l'allemand en français. Et donc, l'auteur pose la question, maintenant, aujourd'hui, dans notre société, aujourd'hui, la confiance, c'est quelque chose, la clé, c'est crucial pour lutter contre cette pandémie. Et savons-nous toujours faire la confiance? Et donc, pourquoi j'attire votre attention sur la notion de confiance? Parce que le Comité national de statistique au Kirghizistan mène des études d'enquête chaque 6 mois et publie encore les résultats sur leur site, qui est intitulé de cette étude, ça mesure le niveau de confiance du public dans les différents instituts au Kirghizistan. Et le dernier étude qui date de 2019 montre que le ministère de la Santé figurait parmi les 4 instituts où il y avait le plus moins de confiance. Ma méfiance était assez haute vers le ministère de la Santé. Pourquoi je mentionne ça? Et c'était à l'échelle de 100. 100, c'est le plus confiant, et moins 100, le plus moins confiant. Donc, ici, vous voyez, ça atteint jusqu'à moins 50.
Donc, ministère de la Santé, donc, pourquoi je mentionne ça? Parce que je soulevais cette question, parce que c'était le ministère de la Santé lors du confinement qui a été mis en mars, qui a duré jusqu'à mai, qui faisait des émissions qui se présentaient sur la télé, présentaient les chiffres de maladies, mais il y avait plusieurs personnes qui ne croyaient pas à l'existence du virus, que le virus était un complot de communauté internationale contre certains pays et que ça représentait une occasion favorable aux autorités de détourner de fonds. Surtout, il s'agissait de fonds qui venaient comme une note humanitaire de l'extérieur. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, nous voyons le résultat de cette méfiance, défiance, aujourd'hui avec le Kyrgyzstan et le Kazakhstan, où ça frappe de plein fouet une crise. Donc, après bouleversement des réseaux de solidarité au niveau urbain, rural, j'ai interviewé, dans le cadre de mon étude sur la confiance et l'institut informel, j'ai interviewé plusieurs personnes et cette femme qui habite, elle s'appelle Gujane, qui habite dans le village de Mingolak à Talas au Kyrgyzstan, elle disait que la peur de la contraction du virus oblige tout le monde à s'isoler de la communauté. Ça, c'est dans le contexte village. Si auparavant les voisins se rendaient en visite, aujourd'hui, chaque famille reste à l'écart de la communauté. On a peur, dans le contexte village ou une petite communauté, même la communauté, ces communautés, les individus se rendaient des visites aux voisins, les uns des autres, pour rester au courant de toute levée ce qui se passe dans le village. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est un bouleversement de ce réseau. Donc, après, l'impact sur les pratiques religieuses, Bek Sultan, mon intervenant, la personne que j'ai interviewée, disait que son oncle, à l'issue de son oncle qui a décédé, il a invité plusieurs personnes pour ses funérailles. Au moins, il attendait 200 personnes qui seraient présentes, il disait, mais de 200 personnes, il n'y avait que 400 personnes qui sont venues d'assister à la funéraille à son oncle. Alors, son oncle était quelqu'un qui était une personne très influente, et donc dans le temps normal, il y aurait jusqu'à 500 personnes, en fait, si normalement. Donc, il y avait cette peur pousse les gens aussi de ne pas suivre ces lignes de règles traditionnelles. Et surtout, il s'agit aussi de pratiques religieuses. Et récemment, au Kyrgyzstan, on a eu le cas de mort d'un représentant religieux très important qui s'appelle Chubakaji au sud. Et donc, à ces funérailles, il y avait quelques 3000 personnes qui sont venues. Mais normalement, même ces 3000 personnes, ces chiffres, on dit que c'est pas assez parce que dans le temps normal, il y aura plus que 3000 personnes en fait. Donc, vous voyez, ça aussi, ça montre l'échelle de ce que ça bouleverse en fait la solidarité. Et pourquoi je souligne ces réseaux de solidarité? Parce qu'en Asie centrale, en vue de l'informalité dans le secteur économique, dans plusieurs pays, c'est différent, mais au Kyrgyzstan, c'est 50% presque, on dit que l'informalité, la connaissance et les contacts comptent beaucoup. Et comment on tisse ces connaissances, comment on établit ces connaissances, c'est à travers ces réunions, à travers les événements sociaux, comme les mariages, sinon aux funérailles, ou naissance d'un bébé. Là, on fait ça et on établit des connaissances. Et à travers ces connaissances, on a accès à ressources socio-économiques. Donc ça, c'est pour ça, c'est très important que ça, au moment du bouleversement de ces réseaux de solidarité se trouve au niveau, en fait, au niveau national. Mais bon, dans ce cas-là, je voulais vous montrer le niveau, l'échelle micro. Donc voilà. Mais en même temps, je voudrais évoquer aussi que à Bichkek, avec la crise qui a frappé de plein fouet, à Bichkek, plusieurs de jeunes bénévoles se présentaient parce qu'on a eu un manque de soignants, un manque de médecins.
Donc, il y avait cette solidarité qui, de notre part, il y avait une forte solidarité de jeunes qui sont présentés pour aider aux soignants, aux médecins de lutter pour soigner des malades. Donc, voilà. En même temps, nous avons cette résurgence de solidarité de notre part. Hein. Donc, tout n'est pas encore perdu, je veux dire. Donc, la communauté d'entrepreneurs qui se mobilisait pour financer l'achat de plusieurs médicaments et plusieurs appareils pour soigner des malades. Donc voilà, à cette étape, je m'arrête. Merci. Merci beaucoup, Ilias, pour cet éclairage bien précis au niveau de la vie des gens, au niveau des problèmes. C'est toujours très important je pense, quand on fait de l'économie, pour tous ceux qui ne sont pas versés dans cette science, mais qui observent la situation, les évolutions dans les pays d'Asie centrale et ailleurs. On a vraiment besoin d'informations sur le terrain et de ne pas perdre espoir non plus, de ne pas tout noircir. Ouais. Bien sûr, des destructions de réseaux, des destructions, il y en a énormément, mais des manifestations de la société civile qui s'organise, qui prend en charge des tas de choses, des bénévoles qui viennent se présenter, jusqu'à cette jeune fille qui a travaillé pendant 15 jours et qui est morte de fatigue au Kyrgyzstan. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais il y a des exploits qui sont faits. Comme partout dans le monde, il y a des gens qui prennent de l'ascendant pour aider les autres. Et heureusement qu'il y a ça, effectivement, mais c'est sûr que c'est un tel remue-ménage à tous les niveaux que c'est assez compliqué d'ailleurs d'observer tout ça et d'intégrer. Je pense que pour les économistes et spécialistes du secteur financier que vous êtes, d'intégrer toutes ces données, vous avez l'habitude d'intégrer des données, mais là, elles sont tombées en masse, ces données, et il va falloir un petit peu de temps pour les assimiler. Donc, je vais en profiter donc maintenant pour passer la parole à notre troisième intervenant, Dominique Menu, qui est administrateur de banque, consultant indépendant et aussi chercheur associé à l'IFEAC. On a besoin de financiers. Nous avons des flux importants qui circulent. Merci, et donc, Catherine. voilà, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Et donc, je passe la parole à Dominique. Merci. Alors, merci beaucoup, Catherine. Bonjour, Ilias. Bonjour, Armand. C'est un plaisir que de vous retrouver. Je vais essayer de mettre ma présentation sur l'écran. Voilà. Alors, je vais essayer de… Voilà. En fait, j'essaie de parler à ceux qui ne savent pas trop comment aller chercher les chiffres et de leur donner les sources. Nous sommes absolument sur la même longueur d'onde, tant avec Arman qu'avec Ilias. C'est une pandémie tout à fait particulière. Alors, au niveau des chiffres, sont les chiffres que vous avez tous les jours qui sont publiés par l'université Johns Hopkins, qui reprend les chiffres nationaux. Ce qui est très important, c'est le fait que la Kyrgyzstan a doublé ses chiffres ce week-end en changeant sa méthode de calcul. Alors, le problème pour les républiques d'Asie centrale, il tient d'abord à son insularité, si j'ose dire. C'est une région enclavée. Et je crois que ça, c'est très important pour comprendre l'impact que ça peut jouer, qu'il peut jouer sur ces économies. Si vous êtes enclavé, vous avez des coûts de transport qui sont beaucoup plus importants. Donc, cette présentation, je la laisse ensuite. Il faudra juste que j'envoie le dernier chiffre, là, la slide numéro 2, pour que Catherine puisse la distribuer. Sinon, il suffit de me la demander, je l'enverrai avec grand plaisir. La Banque mondiale avait fait en son temps une analyse des coûts qui sont liés à l'insularité. Simplement, c'est plus difficile d'exporter, c'est plus difficile d'importer. Vous avez la référence de cette étude, je vais très vite. Pour ces économies, ce sont d'abord des économies qui dépendent d'une ou de
quelques matières premières. Alors, vous voyez, ce sont les pays émergents, et c'est une analyse qui vient de sortir, qui est faite par la CNUSED, en anglais UNCTAD. Vous voyez que le Kazakhstan, le Turkménistan, le Tadjikistan sont au milieu du schéma. Ce sont donc des pays qui dépendent beaucoup des matières premières, et pour la plupart, ils dépendent en particulier d'une matière première. C'est un peu moins vrai pour le Kyrgyzstan, et l'économie de l'Ouzbékistan est un tout petit peu plus diversifiée. Mais quand vous dépendez du prix des matières premières et que vous avez une récession, le prix des matières premières, en général, tombe. Ensuite, si vous ne dépendez que d'une matière première ou de deux matières premières, évidemment, l'impact est magnifié. Vous rajoutez le fait d'être enclavé et vous êtes confronté. Pourquoi? Parce que si vous êtes enclavé, en plus, vous allez avoir des coûts de transport qui seront supérieurs à des pays qui n'ont pas accès à la mer. Nous avons parlé donc des transferts de fonds. Voici pour le Tadjikistan, la République kirghize, donc comme l'a bien souligné Ilias. L'Ouzbékistan, dans une moindre mesure, on est à 9%. Ceci dit, ça représente des sommes plus importantes que pour le Tadjikistan et le Kyrgyzstan en termes d'argent. Et c'est principalement de la Russie. C'est également une zone qui dépend beaucoup de sa dette extérieure. Et c'est là où vont se poser les questions à venir. Cette dette extérieure, là on la voit affichée pour le Tadjikistan, pour la République kirghize et pour le Kazakhstan. Ce sont des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions. Simplement, le Kazakhstan a une dette qui est relativement importante par rapport à son PNB, mais il y a une grande partie de cette dette qui est portée par des projets privés, ce qui est moins le cas pour la République kirghize ou pour le Tadjikistan. Donc, simplement, le coût de la chute du prix des matières premières aura un impact sur la capacité de ces États à rembourser leurs dettes. À ce stade, c'est très difficile de faire des prévisions. Si on prend le rapport semi-annuel, semestriel que publie le FMI insiste, vous le voyez, j'ai souligné en jaune, l'extrême incertitude. Et ensuite, c'est le cycle vicieux des conséquences que ça peut avoir entre la façon dont la pandémie se propage, l'intensité du confinement et puis les difficultés de se refinancer sur les marchés, les changements en termes de consommation, les changements en termes de comportement des ménages et la conclusion de cette introduction, c'est qu'on peut effectivement avoir des conséquences encore plus négatives qui n'y paraissait. Ça, c'est le document qui a été publié en avril, à la réunion d'avril, qui s'est tenue pour la première fois, à ma connaissance, de façon électronique, comme nous le faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les réunions entraînaient des visites de délégations, que ce soit les États ou que ce soit les différents acteurs financiers qui allaient à Washington ou dans les pays où se tenait cette réunion semestrielle. Pour la première fois, ça a été fait de façon informatique. Le prix des matières premières, on voit au moment où a été rédigé ce rapport, on voit que c'est surtout le prix du pétrole et du gaz qui a été le plus impacté. Vous voyez que le prix du coton était moins impacté et pour le Kyrgyzstan, pour la Kirghizie, on voit que le prix de l'or, qui est sa principale exportation, est resté le même. Donc, d'une certaine façon, sur un point de vue de couverture de ces échanges avec l'international, il y a eu de facto une toute petite amélioration. Je ne vais pas insister là-dessus. La difficulté, c'est d'essayer de prévoir ce que vont donner les prix dans les années à venir. Ça, ce sont les prévisions d'avril de cette année. Les conséquences sur la région, le FMI publie
des rapports régionaux. Et donc, le rapport régional qui concerne le Moyen-Orient et l'Asie centrale est disponible en français. Donc là, vous avez les références. Vous voyez, les mesures d'endiguement, elles sont toutes plus ou moins les mêmes. Et les mesures qui portent soit sur les recettes, soit sur les dépenses sont également à peu près toutes les mêmes. C'est-à-dire que tous les pays du monde, peu ou prou, utilisent les mêmes mécanismes pour faire face à cette crise, y compris les pays développés. Le FMI a publié en juin donc, une révision de ses prévisions. Et vous voyez, on parlait, je crois que c'est Arman qui a parlé de cette reprise en V. Hein, on voit que le FMI espère cette reprise où, grosso modo, une fois que la crise sera passée, sera derrière nous, on reviendrait grosso modo à une consommation de la même nature, dans les mêmes montants que les années précédentes. C'est très difficile de savoir ce qui va en être et le FMI a fait 2 scénarios, entre autres, et vous voyez que vous avez le scénario bleu qui est le scénario de la reprise dès le second semestre 2020. Or, il apparaît déjà, d'après ce qu'ont souligné Arman et Ilias, que cette reprise va se faire avec plus de retard puisqu'il y a un reconfinement. S'il y a reconfinement, on pourrait aller jusqu'à une deuxième flambée donc, du Covid, et à ce moment-là, de la Covid, pardon, et à ce moment-là, on aurait encore des chutes que ce soit pour le PIB mondial, pour le prix du pétrole, et pour le PIB des pays avancés ou des pays émergents, vous voyez, de l'ordre de 4%, avec une baisse plus prononcée pour les prix du pétrole. Pardon, excusez-moi. Voici les perspectives qu'a publiées la Banque mondiale en juin de cette année. J'ai rajouté la Russie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'économie des pays d'Asie centrale est intimement liée avec son grand voisin du Nord, ne serait-ce que par l'importance des transferts de fonds, mais également pour ses échanges économiques. Et vous voyez que dans les prévisions de la Banque mondiale, les prévisions à juin sont beaucoup plus défavorables par rapport à ce qu'elles étaient en janvier de cette année. Je vous laisse les chiffres, ils se lisent par eux-mêmes. Ce qui est toujours assez surprenant, c'est de voir que le Turkménistan et l'Ouzbékistan ont des chiffres qui sont moins réactifs. Et c'est sans doute dû à caractère plus administratif de leur économie. Pour suivre le monde et voir quels sont les pays qui ont fait appel aux institutions financières internationales, voici le tableau que publie le FMI. On voit tous les pays qui ont fait appel au FMI. L'appel au FMI permet également d'appeler la Banque mondiale, la Banque eurasiatique de développement, etc., et toutes les autres institutions internationales. Vous voyez qu'en ce qui concerne les 3 républiques d'Asie centrale, que sont l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, ce sont 3 des pays qui ont fait appel à plusieurs sortes d'aides qui peuvent être fournies par le FMI. Dans d'autres cas, d'autres pays ne font appel qu'à un instrument en particulier. Ici, ces 3 pays font appel au maximum possible d'instruments de l'aide. Et le FMI a mis également un document en ligne qui vous permet de suivre au jour le jour l'évolution pays par pays des mesures en matière économique qui sont prises par chacune des républiques d'Asie centrale. Donc il suffit d'aller, vous avez la copie de l'écran du FMI, il suffit d'aller ensuite sur les lettres, hein, le K, le U pour l'Ouzbékistan et le T pour Tadjikistan, Turkménistan, pour avoir un état à jour, plus à jour, grâce aux missions du FMI qui sont présentes dans les différents États et qui envoient les informations. Un des aspects qui va toucher la région, c'est la chute des investissements étrangers. Et vous voyez que cette chute va être très forte. Elle devrait impacter en particulier l'Ouzbékistan. Pourquoi? Parce que l'Ouzbékistan, avec le changement politique qui a eu lieu en 2017, comptait sur une privatisation d'un certain nombre de grandes entreprises
Et bien entendu, les entreprises sont dans l'expectative, ne savent pas très bien comment prévoir, et ne pas savoir prévoir, c'est ne pas savoir investir. Donc cette chute peut entraîner un report à plus tard des investissements dans cette région en particulier. Si on veut tirer quelques conclusions, voici les conclusions que je vous livre, ce sont des éléments. Premièrement, nous sommes en pleine incertitude, et ça dans le monde entier. Deuxièmement, les républiques d'Asie centrale sont touchées par la chute du prix des matières premières et par la réduction des transferts. Chacune d'entre elles a adopté effectivement des plans de lutte. Par contre, on ne sait toujours pas très bien en ce qui concerne le Turkménistan, mais je pense que le Turkménistan va finir par reconnaître que la Covid existe bien sur son territoire. Donc, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan ont demandé l'aide du FMI. Le Kyrgyzstan a demandé en particulier à la Chine, qui est son principal créancier, une réduction de sa dette. Le Tadjikistan reçoit l'aide du FMI qui va lui permettre, c'est de l'aide, ce sont des dons, grâce à l'un des instruments que met en place le FMI, qui lui permettront d'effacer une partie de cette dette extérieure. Pendant que le Kazakhstan, lui, utilise ses réserves accumulées pendant les années fastes, il y a un certain nombre d'incertitudes qui se fait jour parmi les économistes au Kazakhstan pour savoir combien d'années est-ce que le Kazakhstan peut se permettre de puiser dans ses réserves. On estime grosso modo à 4-5 ans, la situation à ce moment-là ne serait pas dramatique. Le Kazakhstan est un créancier net par rapport au reste du monde si on ne considère que la dette de l'État. Et le Turkménistan vient juste d'annoncer un certain nombre de mesures sanitaires exceptionnelles. Donc, de facto, on peut considérer que c'est bien la reconnaissance que la Covid-19 y est présente. Les éventuelles conséquences politiques ou crises sociales dues à la Covid-19, c'est effectivement la grande incertitude. C'est comment est-ce que la société va réagir vis-à-vis de cette chute des revenus et donc de sa capacité de faire face aux dépenses alimentaires, etc. Je pense que c'est une question qui porte sur l'ensemble du monde, parce que si on avait un accroissement du confinement, on pourrait avoir un certain nombre de conséquences négatives sur le fonctionnement même des services essentiels, que ce soit la santé, que ce soit les transports alimentaires, etc. Donc, on est effectivement dans une situation complexe. Ce que ça veut dire pour la région, c'est comment faire face. Et finalement, pour faire face à la disparition de l'URSS, certains pays ont mis l'accent sur le développement de leurs ressources en hydrocarbures. Qu'en est-il aujourd'hui? On voit que l'Ouzbékistan a arrêté les ventes de gaz vers la Russie, que il y a une chute forte de la production de gaz en Ouzbékistan. On voit aussi que le Turkménistan a réduit considérablement ses exportations de gaz vers la Chine. Et on voit aussi que cela impacte le Kazakhstan. Or, les hydrocarbures, c'est quand même la principale ressource de ces trois républiques. Ça n'est pas le cas pour le Tadjikistan et la Kirghizie, bien entendu. Et pour moi, il y a une question, c'est que j'ai noté la vente par Chevron de ses actifs en Azerbaïdjan. Alors, en Azerbaïdjan, Chevron contrôlait 9% du champ de gaz en mer Caspienne, mais également 9% des gazoducs et oléoducs qui allaient vers Ceyhan en Turquie. Donc on peut s'interroger sur comment la politique étrangère américaine va voir cette région. Donc on aura effectivement, en conséquence, je pense, une emprise beaucoup plus forte de la Russie et de la Chine sur ces économies, parce que tout simplement, on en revient à une régionalisation de la crise, comme l'a souligné Armand. Voici, ce sont un certain nombre de pistes. Je crois que c'est beaucoup trop tôt pour voir la fin
de cette crise. Ce sont des éléments, ce sont des indications qui permettent à tout un chacun de suivre un petit peu ce qui se passe dans la région quand vous n'y êtes pas, comme le sont Ilias et Armand, quand vous n'y êtes pas basé. Voici, merci Catherine. Merci beaucoup Dominique pour cet exposé extrêmement didactique et comme toujours quand tu prends la parole pour nous expliquer comment ça fonctionne, on a vraiment l'impression de comprendre, donc c'est quelque chose de très très précieux quand on n'est pas économiste et de se dire qu'effectivement on ne peut absolument pas penser la région, je ne parle même pas du futur proche, mais juste du présent, si on n'a pas ces éléments qui sont effectivement dispersés, ils sont accessibles sur des tableaux à droite à gauche, mais enfin simplement si on les rassemble pas, si on ne veut pas les mettre bout à bout dans un système pour essayer de les lire, on peut même pas comprendre non plus comment les relations internationales vont redémarrer. Et de ce point de vue-là, je vais vous poser une première question qui concerne la reprise, parce que malgré tout, on ne va pas rester confiné éternellement, on en a bien conscience, que même enclavés, évidemment, les pays d'Asie centrale vont devoir continuer à recevoir des marchandises de l'extérieur et à envoyer leur production, et que tout ça aussi se fait à travers un système de relations internationales, multilatérales, bilatérales, ou tout ce qui faisait partie de l'ancien monde pré-Covid, les routes de la soie, etc. etc. Enfin, ça résonne, voilà, ça résonne en nous. On se pose la question quand même, comment ça va redémarrer? Effectivement, ça n'a pas totalement arrêté de fonctionner, même si les frontières étaient fermées, il y a des choses qui passaient, etc. Mais comment vous voyez, je pose d'abord la question à Arman, donc effectivement, la Russie, les voisins proches, on comprend bien que les voisins proches de la région, on n'aura plus confiance en eux que dans les voisins lointains, quid des États-Unis, la Chine et son image, etc. Donc, comment juste vous voyez ça, donc corréler la pandémie et le réamorçage des relations internationales. Comme avait dit notre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, la même chose en pire. Donc les relations internationales post-Covid, ça sera pareil mais en pire, ou est-ce que ça sera pareil, ou est-ce que ça sera autrement, à votre avis? La question est très compliquée, comme l'a souligné M. Menu, que l'incertitude totale en fait, même toutes les organisations internationales, en fait, quand on les regarde, ils ont changé plusieurs fois leurs prévisions. Parce que le monde entier s'est retrouvé pour la première fois devant le cas où, avec une incertitude totale en fait, du développement de la situation. Et dans cette situation, ce qui est le plus important, donc, c'est vraiment cette crise épidémiologique, sanitaire, donc, dont la durée, on ne connaît pas du tout. Donc, tout le monde, au niveau des gouvernements, comme j'ai souligné, s'attendait à ce que la réouverture se ferait de façon normale, qu'ils essayaient de faire les pronostics, les prévisions. Je suis certain qu'ils étaient sûrs qu'ils contrôlaient en fait, la situation, vu les chiffres très peu élevés en fait, de malades pendant le confinement. Donc, je suis certain que les gouvernements étaient sûrs de ce qu'ils faisaient, mais finalement, on voit ce qui s'est passé. On voit l'explosion, vraiment une explosion en fait, de nombre de cas, de malades, de morts, etc. etc. Donc, c'est pour dire que l'incertitude est vraiment totale. Toutes les organisations internationales, ils revoient tout le temps, plusieurs fois en fait, les pronostics, etc. Donc, en ce qui concerne les relations internationales, comment on va les redémarrer, sous quelle forme, etc. Pour la région, certainement, il n'y aura pas beaucoup de changements au niveau de leur dépendance entre la Chine et la Russie. Donc, il sera là, il est historique, et il ne va pas partir.
Mais ce qui est très important, c'est que comment vont réagir donc ces deux grands partenaires. Donc, je parle vraiment que de la Chine et de la Russie. La Chine, forcément, je pense qu'il va continuer à peser sur les relations, sur la situation dans les pays de l'Asie centrale. J'ai déjà souligné le fait que les pays qui sont beaucoup plus orientés vers la Chine de la région, comme le Turkménistan ou le Tadjikistan, qui ont des modèles économiques plus administrés, ces pays s'en sortent pour l'instant de façon meilleure en fait que les deux autres, que le Kazakhstan ou le Kyrgyzstan. L'une des explications que j'avais, c'est que la Chine, comme j'ai déjà dit, s'en est sortie très rapidement et retrouve la croissance assez forte de plusieurs industries. Donc, il y a eu certes des chutes très fortes en février, je crois, en janvier, en mars même, en Chine, mais après, donc, c'était une croissance assez forte, en fait, et ils retrouvent leur rôle de driver, en fait, de l'économie mondiale et ils continuent à importer, en fait, de la région. Puisque c'est la Chine qui a soutenu, par exemple, donc certains secteurs des matières premières, les secteurs exportateurs pendant toute cette période. C'est aussi pour faire la comparaison, ils ont, pour le Kyrgyzstan, il a moins souffert, le Kyrgyzstan, à cause des problèmes avec la Chine, au niveau d'isolement, etc., qu'avec l'Union eurasiatique. Puisque le Kazakhstan, il a fermé pendant plusieurs semaines, je ne veux pas dire des mois, à la frontière, pour des raisons inconnues. Oui, où il y avait des camions, oui. Donc, cette fermeture de frontières inexpliquée, il a joué beaucoup sur l'économie kirghize, qui dépend de la Russie, du Kazakhstan et de la Chine à peu près de la même manière. Et donc, quand les deux tiers se ferment, donc notre tiers qui était la Chine, il continue à soutenir l'économie, si vous voulez. Donc, dans ce sens, il y a un paradoxe. Mais, comme je dis dans mon exposé, la Russie retrouve un peu son soft power, comme vous l'avez souligné dans un autre webinaire, je pense, à travers donc son aide technique, son aide, son assistance, puisque ils apportent vraiment beaucoup d'aide vraiment à la gestion de la crise sanitaire, qui est c'est très très bien vu en fait par la population. Ah oui. Puisque les gens attendent des médicaments, le vaccin. Ils attendent des médicaments et c'est que la Russie en fait qui apporte ces médicaments et cette aide au niveau des protocoles, etc. Donc tous les présidents, le président kazakh et les présidents kirghizes se sont tout de suite orientés vers la Russie en fait pour demander de l'aide à tous les niveaux, au niveau des présidents, au niveau des premiers ministres, etc. Ils demandent, même la société civile, ils demandent ouvertement l'aide auprès de la Russie. Donc, comment expliquer, on peut expliquer ça, mais je veux dire, comment interpréter ça en termes politiques, ça c'est une autre question. Puisque ces pays, ils acceptent, ce sera peut-être quelque chose d'assez fort que j'ose dire en tant que plutôt expert, pas en tant que représentant de la Banque eurasiatique. Je veux dire qu'ils acceptent que les États ont échoué. Et là, j'ai dit dans mon exposé, les États kirghizes et kazakhs ont échoué dans cette crise. Et c'est une sorte de comment dire, d'une évolution, non, c'est un résultat final de plus de 30 ans en fait, d'existence souveraine de ces États
Et c'est dommage qu'ils se retrouvent devant le fait d'aller chercher de l'aide de nouveau auprès de Moscou. Donc, ils acceptent donc, la situation géopolitique. Oui. Donc, ils n'ont pas su gérer eux-mêmes. Très importante. Ils demandent de l'aide, pas auprès de la Chine, mais ils demandent auprès de la Russie. Donc, comme je dis, il y a tous ces aspects qui vont dans tous ces sens, en fait, dans tous les sens, qu'il est difficile d'interpréter actuellement, mais j'ai essayé de le dire en conclusion de mon exposé, comme quoi peut-être la régionalisation se renforcera de nouveau et que le Moscou, apparemment, il va se renforcer en fait sa présence et son rôle ici, puisque la crise vraiment épidémiologique est la plus importante actuellement, au vu de la population et des forces politiques dans ces pays. Merci beaucoup, Arman. Est-ce que c'est aussi le point de vue de Dominique sur la réorganisation des… Alors, tout à fait. Première vue comme ça, des relations internationales. Mais je crois qu'Arman a tout à fait raison. Et si on renverse le récipient, en fait, on ne voit pas comment ça pourrait être autrement. C'est la proximité qui prime. Il y a quand même, dans cet aspect, il y a une grande question, parce que on a vu, hein, vous avez 3 républiques, l'Ouzbékistan, Kyrgyzstan et le Tadjikistan, Turkménistan, Tadjikistan et Kirghizie, dont grosso modo la moitié de la dette extérieure provient de la Chine. Et finalement, moi je ne vois pas d'aide au niveau de la Chine à ce niveau-là, parce que ce sont des États qui vont devoir renégocier leur dette extérieure. Pour le moment, ils font appel au FMI, à la Banque mondiale, etc., qui sont quand même des institutions occidentales. Je ne vois pas, mais peut-être que je ne lis pas assez bien, je ne vois pas pour le moment d'une unité, d'une politique qui serait amenée par la Chine pour dire, bah, écoutez, je vais effacer une grande partie de votre dette. Et ça, c'est une grande question. C'est une grande question parce que quand on reprend les pays émergents, la Chine représente autant que l'ensemble des institutions internationales au niveau de la dette, que ce soit l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Donc, il y a une vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce que la Chine va accepter de rentrer dans le jeu mondial? Ça lui a déjà arrivé à la Chine d'effacer une dette? Jamais. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, le statut de créancier de la Chine est un statut relativement récent. On a parlé de 91. Il faudrait rappeler que la Chine rentre dans l'OMC en 2001, au moment où les 2 tours à New York s'écroulent. Et ce qui permet à la Chine d'accroître énormément le nombre d'investissements étrangers sur son territoire, de maîtriser un certain nombre de techniques et donc de créer des champions nationaux qui vont lui permettre d'engranger d'énormes surplus commerciaux. Donc, une fois que vous avez des surplus commerciaux, il faut plusieurs années pour constituer votre pelote et pouvoir l'utiliser. Grosso modo, disons qu'il y a la rentrée dans l'OMC en 2001, que la Chine devient vraiment créancier à partir de 2011, mais en fait, on ne le voit pas. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'études en ce moment, beaucoup de papiers sur l'importance de cette dette, puisqu'elle n'est pas automatiquement reprise par les chiffres chinois. Vous avez un certain nombre de dettes qui sont dues à des entreprises, donc on ne les voit pas dans le chiffre bancaire. Mais pour moi, c'est la grande question. C'est comment est-ce que la Chine va réussir à montrer qu'elle accepte de jouer le jeu, elle accepte donc de procéder à des abandons de créances. En même temps, je pense que la Chine le fera, parce que la Chine n'a pas l'habitude de jouer aux échecs. Or, les échecs ont commencé en Iran, hein, puisque c'est un mot iranien, shahmat. La Chine a l'habitude du jeu de Go. Le jeu de Go, vous prenez territoire par territoire et surtout vous essayez de maintenir quand même un équilibre global, même si vous essayez plus ou moins de contrôler cet équilibre. Donc je pense que la Chine va continuer
elle va continuer d'acheter parce qu'elle comprend bien que c'est son intérêt, et donc elle va continuer ses achats de matières premières, elle va négocier certainement les prix, mais elle continuera ses achats. Parce qu'autrement, ça veut dire que ce serait l'écroulement de ses économies, elle n'y a pas intérêt. Pour la Russie, c'est plus complexe. Pour la Russie est concurrente du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan pour l'exportation des mêmes matières premières. Oui, c'est ça. Donc, pour la Russie, il y a le côté pile et il y a le côté face. Et en fait, on ne sait pas très bien comment elle va jouer. Par contre, ce qui m'apparaît extrêmement important, c'est une grande partie des investissements dans le gaz et le pétrole, je parle du Kazakhstan, avaient été faits par les compagnies américaines. Or, Chevron avait déjà vendu son investissement dans Kashagan, il y a de ça quelques années, qui avait été racheté à un prix très élevé par Kazmunagaz. Maintenant, elle vend ses actifs en Azerbaïdjan. C'est quand même, si j'étais président kazakh ou président ouzbek, je me poserais des questions. Parce que si vous n'avez pas les intérêts américains qui sont présents dans la région, vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle le benign neglect, c'est-à-dire que vous ne vous intéressez plus tellement de la région. Et à ce moment-là, vous êtes confronté à vos deux grands voisins. L'Union européenne existe par le volume de ses échanges, mais malheureusement, elle n'existe pas beaucoup au niveau de sa politique extérieure. Simplement, c'est quand même un marché important pour toutes ces économies, mais elle n'a pas vraiment les moyens de développer au-delà une action économique. Donc voici, moi, ce qui me paraît très important, c'est de voir comment l'Asie centrale va se positionner vis-à-vis de la Chine, comment la Chine va accepter des abandons de créances, et ce sera peut-être contre un certain nombre de contreparties. On sait que, par exemple, pour le Tadjikistan, il y avait eu l'abandon sous forme de reconnaissance de la frontière entre le Tadjikistan et la Chine. Il y avait eu une zone qui n'avait pas été bien cartographiée et finalement le Tadjikistan avait abandonné. Ces 11 000 km², dont je ne sais toujours pas où il se situe exactement. D'ailleurs, je suis preneur d'une carte spécifique. La Kirghizie avait fait de même, je crois, et même le Kazakhstan. Donc, quelles vont être les contreparties que vont devoir accepter les républiques d'Asie centrale vis-à-vis de la Chine? Je crois que toutes ces républiques ont parfaitement conscience de leur poids économique et de leur poids au niveau de la population. C'est relativement faible sur une zone qui est une très grande superficie. Donc, c'est difficile à gérer. Ce sont des éléments qui ne feront pas partie des discours officiels, mais ce sont des éléments qu'il faudra suivre. Voilà. Donc, je pense que ça risque d'être effectivement, le monde de demain va ressembler beaucoup au monde d'hier. Simplement, le poids des uns et des autres ne sera pas tout à fait le même. Et là, ce sont les grands États qui ont la main mise. Je dirais qu'il faudrait relire La Fontaine. Je pensais au début de cet exposé qu'il fallait relire Les animaux malades de la peste. Je pense que ça serait un bon exemple à rappeler, selon que vous êtes blanc ou noir, n'est-ce pas? Selon que vous êtes puissant ou misérable, la cour vous jugera blanc ou noir. Voilà. Merci beaucoup, Dominique, pour cet éclairage. Alors, est-ce qu'il y a parmi les auditeurs quelqu'un qui ose poser une question à nos intervenants? Donc, parce ils ont bien sagement écouté, mais ils n'ont pas posé de questions. Alors, si personne ne pose de questions, moi, j'ai une dernière question avant de vous libérer, et je vais la poser tout d'abord à Ilias. En fait, Dominique, tout à l'heure, tu as dit que presque tous les pays du monde, et en tout cas d'Asie centrale, utilisaient les mêmes leviers, les mêmes méthodes dans ce qui concerne le sujet dont on parle. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à inventer, une idée simple
qui pourraient peut-être d'ailleurs utiliser le numérique pour se répandre, parce que c'est quand même la chose la moins dangereuse et la plus rapide au jour d'aujourd'hui, qui pourrait servir aux économies fragilisées, aux sociétés fragilisées. C'est quoi la bonne idée? Si on a la bonne idée, ça risque de… Ça peut être le vaccin déjà pour commencer, mais enfin, outre une résolution sanitaire, une bonne idée qui fonctionnerait au niveau économique, financier, monétaire, voilà, confiance, le secret de la confiance. Ilias. Oui. Quelque chose à inventer. Donc, en fait, il y a une question de cette question-là. Donc, je crois vraiment, je ne peux pas sur le champ de vous dire s'il y a quelque chose déjà inventé, mais quand même, ce que j'ai lu récemment, que dans le cas de Géorgie qui est parvenue à bien lutter contre la pandémie. Aujourd'hui, ils ont 0 cas de confirmés dans la communauté. Les cas confirmés sont importés de l'extérieur. Géorgie, bientôt, ils vont créer une plateforme. Ils vont inviter des ingénieurs, ceux qui spécialisent dans l'informatique, pour venir et travailler dans le territoire calmement, où il n'y a pas de virus. Donc, au Kirghizistan, nous devons peut-être, à mon avis, investir vraiment dans le capital humain, surtout sur l'éducation, surtout former des jeunes qui, à part de médecine bien sûr, ceux qui seront spécialistes dans le domaine de l'informatique à mon avis. Pourquoi je suis de cet avis que Singapour, qui a commencé dans le XXe siècle, dans le même pied avec un pays en Afrique, avec le même niveau de PIB, mais Singapour a vraiment géré, a mis une gestion très rigide, de mettre une éducation, de surtout former ces femmes dans l'informatique. Et donc aujourd'hui, nous voyons, c'était un exemple de secteur où Singapour, le pays, a parvenu. Il y avait d'autres, plusieurs secteurs. Mais là, à mon avis, ça sera un des domaines où il faut vraiment qu'on prête attention, qu'on travaille. Voilà, c'est mon avis. Donc, Ok, on va revenir vers toi, Ilias, quand je vais poser la question qui est apparue à l'écran. Je veux quand même juste en quelques mots la réponse des 2 autres intervenants sur qu'est-ce qu'il faut inventer. Parce qu'on y pense le soir quand on est confiné là devant. Dominique, qu'est-ce qu'on invente? Alors, d'abord, je pense qu'on n'est pas sorti de la crise. Et pour la première fois, enfin pour moi, dans ma carrière, je n'ai jamais vu ça, ce type de nature de crise. Ça n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire. C'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Et jusqu'à présent, nous avons eu à faire face à des crises économiques, c'est-à-dire qu'il y avait la chute des prix d'une matière première, il y avait ceci, il y avait cela, ça on savait faire. Là, on ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas quelle va être la durée de la crise. Donc la première chose, je crois, c'est il faut éduquer la société. Il faut éduquer la société à… J'entendais tous les commentaires sur les réseaux sociaux, à leur dire, bah, écoutez, oui, vous ne nous avez pas cru, mais il est indispensable que vous nous croyiez. Et peut-être qu'il y avait ce qui se faisait un petit peu au niveau du Kazakhstan, avec la réunion de toutes les nations, les nationalités qui sont présentes au Kazakhstan. Il faudrait peut-être réunir les anciens, les barbes blanches, pour leur expliquer et que les barbes blanches expliquent au reste de la population. Parce que si on veut endiguer une pandémie qui est résurgente, la résurgente, ça veut dire que vous pouvez y mettre fin sur un endroit et puis ça repart à un autre. Et donc, on ne sait jamais où est-ce que l'hydre va ressortir. Donc,
L'éducation en matière de ce que c'est que cette pandémie m'apparaît absolument indispensable. Deuxièmement, au même moment, il faut soutenir l'agriculture. Il faut soutenir, je pense à tous les éleveurs qui, quand ils font face à une crise pareille, peuvent éventuellement tuer une partie de leurs bêtes pour se fournir, pour fournir de l'argent à leur famille. Ça, il faut essayer de l'éviter parce qu'à un moment-là, vous avez un effondrement des cours. Donc, il y a une aide énorme au niveau de l'agriculture. Il faut aider, il faut favoriser la production locale parce que ça aide toutes les familles, etc. Ça, c'est pour faire face au court terme, au court moyen terme, c'est-à-dire dans les 6 mois, 2 ans. Ensuite, il va falloir mettre sur pied quelque chose qui s'apparente au programme de Roosevelt dans les années 30 ou au programme du plan Marshall dans les années 50, qui sera à définir. Et il faut aussi qu'il n'y ait pas d'arrêt de la coopération internationale. Absolument. On ne peut pas se permettre d'avoir l'arrêt de la coopération internationale parce que c'est une maladie internationale. Et donc, si on n'est pas tous groupés, le pire serait qu'effectivement, on ait de nouveaux conflits ou de nouvelles révolutions qui, à ce moment-là, précipiteraient en fait une crise sanitaire encore plus forte. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais Arman, peut-être, a d'autres idées. Une idée, Arman. Non, j'ai une idée très très simple en fait, et je parle en tant que italien de l'Asie centrale, puisque en tant que Français, il faut parler en fait des innovations, etc., puisque les pays développés sont à la frontière en fait technologique de notre monde. Mais en tant que citoyen de l'Asie centrale, je suis certain que nous, on doit au moins apprendre en fait à ce que font les autres et à faire pareil comme les autres. Parce que comme j'ai déjà dit, donc la crise actuelle en fait a démontré toute la fragilité en fait de nos régimes, en fait, de nos sociétés, etc. On ne sait pas faire en fait ce que font les autres. On n'a pas de système de santé qui fonctionne. On n'a pas de système d'éducation qui fonctionne. On a beaucoup de problèmes en fait à ce niveau. En fait, les questions qui étaient oubliées en fait, sous-financées pendant plusieurs années, qui jouent maintenant en fait, qui sortent en fait, qui se manifestent. Et c'est bien d'innover, mais au moins d'apprendre en fait ce que font les autres, de répéter ce que font les autres. On a eu déjà la chance d'être parmi les dernières à être infectés, presque, de cette façon. Mais on n'a pas su prendre en fait ce que font les autres de bonnes pratiques, etc., et les appliquer chez nous. C'est ça le souci, c'est que on n'arrive même pas à copier en fait les bonnes pratiques. Et on n'a pas les moyens apparemment, ou je ne sais pas quoi, mais c'est ça. Donc mon idée très simple, c'est au moins de reconstruire en fait, normal en fait, au moins les services les plus importants, les stratégiques. Mais n'oubliez pas non plus, en fait, de retrouver l'État dans très bon sens du terme, l'État. Parce que nous, dans nos pays aussi, on a eu des problèmes quand même. On a bien sûr, comme certains. Et donc, nous aussi, on a fait des erreurs. Donc, en fait, tout le monde est un peu égal dans cette histoire. Alors, et donc oui, mais comme je dis, on a eu un tout petit décalage. Le contenu, on repart de l'éducation de ce que disait Ilias, mais ce qu'on doit apprendre. Dominique, tu voulais dire quelque chose? Non, je dîne ce soir avec un ami qui travaille chez Airbus, que je connais depuis des années. Voilà un secteur dans lequel l'Europe avait réussi à construire un géant mondial. Aujourd'hui, c'est un géant au pied d'argile. Absolument. Parce que… il a intérêt à avoir des idées. On ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre. Je veux dire, il y a 6 mois, vous preniez l'avion comme vous voulez, où que ce soit, vous alliez n'importe où. Si on vous avait dit il y a 6 mois, quand tout ça a commencé, que demain on serait tous coincés et on se parlerait tous comme ça par le biais de ces télécommunications, Dieu merci, elles existent. Et si elles existent, elles nous permettent
de parler entre nous et donc d'échanger. Et c'est très important. Heureusement que nous avons ces télécommunications, mais vous avez des pans entiers de l'économie moderne, innovative, qui peuvent disparaître. Donc, quelles en sont les conséquences? Est-ce que ce sont des conséquences qui sont là, simplement on a à faire face à quelques mois de difficultés, ou est-ce que ça va perdurer? On n'en sait rien. Donc, je crois que la crise de confiance qu'a souligné Ilias, moi j'étais très sensible à ce que disent les gens comme ça dans les campagnes, etc. Parce qu'en fait, c'est sans doute la même chose qu'on a eu en France avec les Gilets jaunes, quoi. Les gens ne vous faisaient plus confiance. Ils ne faisaient plus confiance parce qu'il y avait des décisions qui étaient prises d'en haut. Je crois qu'il faut aller étudier ce que disent les gens en bas, il faut les écouter, puis il faut les aider, et puis il faut essayer de trouver les bonnes idées et puis les mettre en pratique en expliquant aux gens que ce qu'on leur dit sur la pandémie, ça n'est pas faux, ça n'est pas un complot international, c'est pas fait pour faire disparaître telle ou telle peuplade. Hein. On en revient au début de la maladie du sida. Il y avait un certain nombre de gens en Afrique qui pensaient que c'était quelque chose qui avait été concocté aux États-Unis, c'était un virus qui avait été mis sur pied. On est toujours face à ce type de comportement. Donc je crois qu'il faut éduquer les gens. Pour les éduquer, je pense qu'il faut utiliser les experts, les barbes blanches ou ceux en qui les gens peuvent avoir confiance. Et malheureusement, ça veut dire éviter les rassemblements trop nombreux, etc. Donc il faut pouvoir parler et en même temps tenir la distance. Ce n'est pas simple. Alors j'en profite justement pour poser à propos de confiance et d'impact la dernière question, la question qui nous vient d'un de nos auditeurs, à Elias et à Arman aussi, en tant que Kirghiz. Quel sera l'impact, à votre avis, de la pandémie sur les élections parlementaires à venir au Kyrgyzstan, à propos justement de confiance dans les élites, etc., etc. Tout est lié, mais là c'est vraiment du court terme puisqu'il s'agit de l'automne qui arrive. Ilias? Oui, en fait, en ce qui concerne les élections parlementaires, ça fait l'objet de plusieurs critiques sur plusieurs chaînes réseaux sociaux. Il y a en fait, à mon avis, trois choses à qui on peut s'attendre. D'abord, deux choses, mais au moins, on part du point que déjà, sous l'avalanche de critiques de malgestion, mauvaise gestion de la crise sanitaire, déjà, et sous les contraintes budgétaires et financières, le gouvernement a dû diminuer les frais de dépenses, en fait, pour organiser les élections parlementaires. Récemment, c'était la semaine dernière qu'ils ont annoncé, le gouvernement, qu'ils ont réduit les frais qui seront en fait, normalement, qui seraient en fait dépensés pour organiser les élections. En fait, à quoi il faut s'attendre? À mon avis, d'abord, il faut s'attendre à une... Bon, là, c'est plutôt une position équivoque. D'une part, il y a plusieurs de jeunes Kirghizes qui disent qu'il faut pas vraiment vendre leur vote, qu'il faut voter pour des députés pour les députés qui soient vraiment honnêtes, pour que les élections se déroulent de manière transparente. Donc, mais d'autre part, il y a cette peur de contracter le virus. Et donc, si les élections sont organisées d'une manière comme avant, donc il faut aller dans les stations pour voter. Donc, il faut s'attendre à une participation très basse parce qu'il y a ceci étant donné que la Covid, on n'a pas encore résolu la question de crise sanitaire. Ça. Oui. Donc, deuxième chose, plutôt une tendance à qui il faut s'attendre, à mon avis, c'est le rajeunissement des âges des députés. Parce que on reçoit toujours on voit
le résultat, le compte-rendu des gens qui sont morts. Tous les jours, on voit sur Internet, et on voit qu'il y a plusieurs députés qui ont décédé. Et les personnes plus influentes dans la politique kirghize. Donc, je ne sais pas vraiment c'est quoi l'âge précis de moyenne des députés, mais ça varie de 50 jusqu'à 60 ans. À partir de 40-60 ans, c'est précisément l'âge qui, en fait, les personnes qui tombent victimes de Covid, en fait, avec la mort à la fin. Donc un rajeunissement. Oui, rajeunissement. Ouais. D'accord. Il faut s'attendre à ça, à mon avis. Peut-être ça ne sera pas à court terme, mais peut-être à long terme, étant donné qu'on n'a pas encore résolu la crise. Parce que les jeunes, ils s'en sortent bien si quelqu'un chope ce virus. Arman, pour finir, oui, sur les juste élections. quelques mots, parce que j'en ai déjà aussi parlé. En fait, je pense que le président Djembekov, il s'est prononcé déjà sur les élections. Il a dit qu'il faut qu'il y ait des élections de toute façon. Et je pense qu'il a raison. Et donc la demande en fait des changements, elle est très forte. La demande sociale, je suis certain, elle est très forte. Donc surtout donc comme l'a souligné Ilias. Et il faut qu'il y ait cette expérience en fait de changement en fait d'élite ou de rajeunissement d'élite à travers vraiment des votes en fait, que ce soit pas par la force ou par les révolutions. Mais il y a vraiment un bon moment en fait pour le faire à travers les élections législatives. En fait. Et il y a un moyen. Donc il faut que la société apprenne à faire ça, à utiliser plutôt ce moyen. Et il faut que se prépare, je pense, pour les élections et que s'ils veulent des changements, qu'ils fassent ça maintenant. Et ce qui est bien, c'est que le président, apparemment, il accepte ça. Il accepte ces règles, donc il insiste. Et il faut qu'il y ait ça. Mais il y aura sûrement donc une intensification de la vie politique. Et il y aura de nouveaux partis en fait, qui vont apparaître sûrement, de nouveaux leaders qui seront là présents, qui vont essayer de profiter. Donc ce ne sera pas qu'au Kyrgyzstan, je suppose, puisque cette crise sanitaire est devenue l'opposant le plus critique, le plus fort de toutes les partis politiques qui sont là en place, en fait, qui gèrent les pays de la région. Et donc pour le Kyrgyzstan, il est le révélateur de beaucoup de problèmes. Et donc pour le Kyrgyzstan, donc il y a cette possibilité, cette chance d'agir rapidement. Bon, très bien. On va donc terminer sur une note optimiste pour répondre à notre auditeur qui s'inquiète en quelque sorte de l'impact de la pandémie sur les élections. Vous y voyez au contraire le moyen de prendre la parole, par son vote, de faire monter une génération plus jeune au Parlement et de le débarrasser des éléments qui s'y sont infiltrés et qui n'étaient pas forcément préoccupés par l'avenir des concitoyens. Donc, essayer de faire venir des gens plus altruistes et qui vont pouvoir préparer les crises à venir. Parce que la bonne idée, moi aussi j'y réfléchis, ça fait un moment que j'y réfléchis. Depuis 2012, depuis Fukushima, qui m'avait déjà fortement… En fait, en réalité, depuis Tchernobyl, j'ai été traumatisée, retraumatisée par Fukushima. Je suis dans l'idée que le monde doit se préparer, malheureusement, à cause de la crise climatique, à cause de beaucoup de choses, à des crises multiples et concomitantes. Et que donc, la bonne idée pour tous les gouvernements, c'est de fonder des cellules de gestion de crises multiples avec des gens qui ont des capacités différentes et qui en général ne travaillent pas ensemble. Voilà, c'était ça l'idée. Mais bon, jusqu'à présent, ça paraissait très, très, très bizarre, un peu très, très lointain, mais malheureusement, je crains que nous soyons entrés dans ce monde-là et que nous soyons tous obligés d'unir nos forces pour au moins éduquer des spécialistes qui vont pouvoir gérer tel ou tel aspect de la question et qui vont devoir travailler tous ensemble. Voilà. Donc, donc nous allons donc terminer sur cette note optimiste en souhaitant à tout le monde une bonne soirée, une bonne après-midi pour Dominique
Nous, ici, en Asie centrale, on est déjà, il est 7 heures du soir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Nous avons enregistré ce webinaire et donc, comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne pouvaient pas y assister parce qu'ils faisaient autre chose, ils vont pouvoir l'écouter sur notre chaîne YouTube. Donc, et vous pourrez vous la passer en boucle, comme ça, si vous n'avez pas bien compris quelques éléments, ça va finir par rentrer. Voilà, merci beaucoup encore. Et donc, c'est le dernier grand événement scientifique avant mon départ, mon retour en France. On a un petit déjeuner pour faire un petit déjeuner scientifique après-demain qui sera le dernier petit-déj de l'IFEAC avant l'été, disons avant l'été. Et donc j'en profite pour saluer déjà mes collègues qui sont là parce que je ne pourrais pas organiser de grande fiesta pour fêter mon départ. Et donc, voilà, tout ça va se faire par téléphone, par écran, bon, voilà. Et donc, comme je vous vois là, j'en profite pour vous remercier de votre collaboration et je veux vous dire également que vous restez, moi je pars, mais ce n'est qu'une illusion, je reviendrai. Donc, mon successeur Adrien Fauve va prendre ses fonctions dès qu'il le pourra, j'espère, dans le courant du mois de septembre. Et donc, l'IFEAC va continuer à travailler pour découvrir et entretenir l'intérêt de tous sur l'Asie centrale. Et j'espère que vous continuerez, vous aussi, à être des collaborateurs avec moi, car moi aussi, je vais devenir, à partir du 31 août, chercheur associé à l'IFEAC. Donc, voilà. Donc, et je propose également à Arman de rejoindre ce groupe informel, oui, ce sera avec plaisir, oui, voilà, qui fait que nous avons tout d'un coup beaucoup d'économistes, ce qui manque en général à tous les instituts français à l'étranger. Ils font de la recherche en sciences humaines et bizarrement, les économistes et les financiers vivant dans un monde à part, sur une planète différente, ne sont pas souvent associés et c'est bien dommage. Et donc, nous, ici, on a bien veillé à ce que, au contraire, la niche économique et financière soit occupée parce que, je reviens sur ce que je disais au départ, on ne peut pas comprendre l'Asie centrale, ni les relations internationales, ni les sociétés, ni rien du tout si on n'a pas une vision des finances, des banques, des investissements, de tout ce qui s'y passe, des flux, du passage des frontières, etc., des marchands, des entrepreneurs. Enfin voilà, si on n'a pas tout ça comme information à disposition, on ne fait que soulever 2-3 problèmes, mais on n'a aucune vision globale. Donc, grâce à vos données, grâce à vos analyses, on comprend un petit peu plus ce qui se passe, même si on ne fait que comprendre qu'on n'a pas encore tout vu. Voilà, merci beaucoup et très très bonne soirée à tout le monde et merci pour votre participation. Au revoir. Merci tout le monde. Catherine. Au revoir. Au Merci revoir. Catherine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.